Donc le sujet, c'est à propos donc, des oligosaccharides présents dans le lait maternel et pourquoi ils sont si importants. Nous allons parler des oligosaccharides dans... Alors, j'attends, excusez-moi. C'est une longue histoire qui commence il y a longtemps. Ah, nous allons parler des oligosaccharides dans le lait humain. C'est une longue histoire qui commence il y a longtemps grâce à des échanges entre des pédiatres, des microbiologistes, des chercheurs. Au XIXe siècle, ils ont fait le constat qu'il y avait un taux réduit de 30% de mortalité donc, chez les bébés allaités. Et à l'heure actuelle, nous savons, grâce à de nouvelles technologies, qu'il y a une grande diversité, une grande spécificité donc, des oligosaccharides présents dans le lait maternel. Nous avons même pu déterminer des biomarqueurs nutritionnels du lait maternel. Donc, les oligosaccharides ont un grand éventail de bénéfices pour les bébés allaités qui vont beaucoup plus loin que leur aspect prébiotique que nous connaissons bien. Pour rappel, les prébiotiques sont des substrats qui sont utilisés donc, par des micro-organismes hôtes et qui vont avoir des effets bénéfiques. Alors que les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants, des bactéries, des levures, qui peuvent être aussi additionnés dans certains aliments ou dans des produits non alimentaires. Donc, les oligosaccharides sont impliqués dans ces deux définitions. Donc, que sont les oligosaccharides? Après le lactose et les lipides présents dans le lait maternel, c'est le troisième composant le plus important dans le lait de femme. Nous avons différentes structures. Donc, quelle est la structure des oligosaccharides? Ils sont faits à partir de 5 monosaccharides, comme le glucose, et ils deviennent donc de plus en plus complexes dans leur structure. Il peut y avoir des disaccharides, des trisaccharides avec différentes branches. Il y a donc une grande variété d'oligosaccharides. Nous pouvons compter plus de 200 variétés différentes dans le lait maternel. Il y a la plus grande donc, richesse d'oligosaccharides. Mais toutes les femmes ne sécrètent pas les mêmes oligosaccharides. Et on sait qu'ils participent aussi à la prévention de l'entérocolite nécrosante. Nous en reparlerons un peu plus tard. Donc la biosynthèse est très dans les cellules épithéliales de la glande mammaire est donc un processus assez complexe, mais nous savons que ce processus évolue en fonction donc de la phase de la lactation et pourrait aussi avoir recevoir des influences de l'environnement. Alors, nous avons aussi une grande concentration d'oligosaccharides dans le colostrum, un peu moins dans le lait mature. Et nous avons donc une glucosidisation limitée dans, le sein immature, dans la glande mammaire immature.
Mmh. Donc, donc, le lait maternel va dépendre, va donc être différent en fonction de la phase et du terme aussi de la lactation. Il va aussi être différent en fonction de l'origine géographique de la mère, en fonction du régime alimentaire de la mère et, euh, et aussi de l'expression du glycosyltransférase dans la glande mammaire. Il y a donc des facteurs génétiques, épigénétiques et des micronutritionnels. Nous pouvons voir donc sur cette carte que 80% de la population est sécréteur donc d'oligosaccharides. Ils ont un niveau assez élevé, mais évidemment, il y a à peu près 20% de la population qui aura moins d'oligosaccharides dans son lait. Il y a aussi un lien entre les oligosaccharides et le groupe sanguin. Nous avons déterminé 4 profils de lait, donc en fonction du groupe sanguin. Donc les mamans qui sécrètent plus d'oligosaccharides, certaines sécrètent plus d'oligosaccharides que d'autres. Et c'est pour cette raison que parfois dans les études, nous n'avons pas toujours les mêmes résultats, sûrement liés à cette diversité entre les mères. Donc, actuellement, nous avons donc de nouvelles méthodes d'analyse euh, pour déterminer ces différents oligosaccharides. Et nous les connaissons presque tous actuellement. Il y a vraiment une très grande liste avec des petits noms, des grands noms. Quelles sont donc les caractéristiques, quelles sont les caractéristiques physiques de ces oligosaccharides? Alors, ils sont vraiment résistants à des conditions très extrêmes. Ils ne sont pas détruits par l'acidité gastrique, par les enzymes pancréatiques, par les enzymes digestives. Euh, et donc ils ne sont pas du tout digérés et nous pensons donc qu'ils ont un effet très important sur le microbiote. Ils résistent aussi à la congélation, ils résistent à la pasteurisation et même à la lyophilisation, ce qui est vraiment très intéressant pour nous, les lactariums. Nous livrons donc un lait qui contient tous les oligosaccharides et donc tous les bénéfices très connus, par exemple donc, sur la prévention de l'entérocolite. Voilà. Donc c'est un argument que nous pouvons mettre en avant pour promouvoir le lait de lactarium. C'est aussi, ces oligosaccharides sont excrétés dans les selles. Et nous trouvons aussi des oligosaccharides dans les urines et aussi dans le sang. Cela a donc des effets locaux et systémiques. Et nous pouvons voir qu'il y a des modifications durant la lactation. Entre J2 et 2 mois, nous avons de très hauts niveaux d'oligosaccharides. Ensuite, entre 3 mois et 6 mois, ce sont des produits dégradés, des oligosaccharides. Et après la diversification alimentaire, nous ne retrouvons pas donc d'oligosaccharides dans le lait humain. Donc, nous pouvons en déduire que voilà, nous avons la présence d'oligosaccharides lorsque les bébés en ont vraiment besoin. Il y a des facteurs qui influencent la composition et la colonisation donc, du microbiote intestinal du nouveau-né. Et les oligosaccharides participent donc à cette colonisation.
ils ont un rôle vraiment essentiel dans l'écosystème colique de l'enfant, qui est essentiellement composé donc de bifidobactéries. Et ces bifidobactéries se nourrissent donc des oligosaccharides. Les bébés qui sont allaités par des mères qui ne sont pas sécrétrices suffisamment d'oligosaccharides vont avoir un retard aussi dans l'établissement de leur microbiote. Voilà. Il y a donc énormément de variations d'une mère à une autre. Les oligosaccharides ont vraiment des pouvoirs multiples. Ils sont donc des métabolites pour les bactéries commensales. Ils préviennent l'adhésion des pathogènes. Ils modulent l'expression de gènes au niveau de la cellule épithéliale et des glycanes de surface. Ils stimulent aussi la production de cytokines par les lymphocytes. Ils réduisent l'infiltration muqueuse par les leucocytes et leur activation. Ils influencent la différenciation, la prolifération, la pose de l'épithélium et ils fournissent l'acide sialique essentiel donc, au développement cérébral. Voilà. Nous, nous pouvons donc préciser encore certains rôles, notamment donc dans leur protection contre certaines infections bactériennes et virales. Ils ont donc un rôle antibactérien contre les diarrhées, contre les infections respiratoires à streptocoque, contre les pneumonies, les infections urinaires, et aussi contre toutes les pathologies gastriques et gastro-intestinales. Voilà. Et, ils, et aussi, ils ont un rôle antifongique et un rôle antiviral très très important. Ils vont donc réduire, par exemple, la transmission du virus de l'HIV. Donc, nous devons évidemment promouvoir l'allaitement dans les pays où sévit le HIV. Donc, un rôle réellement préventif dans tous ces pays. Euh, c'est Donc, ce qui est aussi important, c'est que les mécanismes donc, antibactériens et antiviraux stimulent aussi les réponses immunitaires. Alors, une autre action donc, contre les allergies. Alors, les allergies, il y a une réelle épidémie dans le monde, puisqu'il y a environ 1 million d'individus qui ont des allergies. C'est la deuxième. Il y a donc un rôle indirect influençant le microbiote et il y a aussi un rôle direct spécifique. Vous avez ici toute une liste d'actions directes euh, pour prévenir toutes ces allergies qui sont de plus en plus importantes dans le monde. Dans cette étude donc de l'effet des oligosaccharides sur l'asthme,
Nous savons que l'asthme augmente depuis les 10 dernières années, hein, les dernières décennies. Et donc, nous pouvons toujours lier évidemment le microbiote intestinal, la dysbiose, une dysbiose intestinale qui pourrait avoir un rôle sur l'apparition donc de l'asthme. Euh, donc le lait maternel, nous le savons, a donc des effets prébiotiques et prébiotiques. Ces propriétés vont moduler donc toutes vont moduler donc justement les réponses immunitaires. Alors, les oligosaccharides aussi participent à la prévention des allergies au PLV, donc aux protéines de lait de vache. Donc, les mères des enfants atteints d'APLV ont des teneurs en 6-SL, des SLNT plus faibles dans leur lait. Et donc, ce qui pourrait expliquer les problèmes donc, atopiques. Et les oligosaccharides pourraient aussi donc participer à une réduction de l'eczéma et donc de tous ces problèmes atopiques. Nous savons aussi que les oligosaccharides ont des effets bénéfiques donc, dans la prévention de l'entérocolite nécrosante. Donc, nous avons plusieurs études qui prouvent justement la protection donc, contre l'entérocolite. Donc, les banques de lait participent donc à la réduction de l'incidence donc de l'entérocolite grâce à l'utilisation de lait de donneuse, puisque les oligosaccharides, justement, ne sont pas détruits ni par la congélation, ni par la pasteurisation. Donc, nous allons parler maintenant du rôle des oligosaccharides en cas de prématurité, donc dans les 5-10 premiers jours postpartum. Les enfants prématurés ont une grande immaturité digestive, donc ils ont des défauts donc de digestion, ce qui peut provoquer aussi des fermentations, des diarrhées. Ils ont aussi des risques donc, inflammatoires. Et donc, les oligosaccharides vont avoir des effets énormément bénéfiques sur cette maturation du système digestif des prématurés. Nous avons aussi une étude brésilienne qui va montrer aussi des effets bénéfiques du développement neurologique des bébés prématurés grâce à la présence des oligosaccharides. Donc, les oligosaccharides sont une source d'acide sialique qui est vraiment très, très importante justement dans le développement du cerveau. Et participe aussi à la croissance donc, de certains gènes du cerveau.
Nous savons aussi que les oligosaccharides ont un effet préventif donc, sur l'obésité. Et nous avons donc dans ce tableau donc, d'autres bénéfices dont nous parlons un peu moins. Ce sont donc des bénéfices pour la mère aussi. Donc, le lait maternel va aussi prévenir donc les mastites, donc l'incidence de mastite, puisqu'on en trouve aussi. Ah, excusez-moi. Population maternelle durant aussi Excusez pour cette la grossesse. interruption. Donc voilà, parfois nous ne savons pas exactement pourquoi certaines femmes vont développer des mastites. Il y a des familles aussi de femmes qui vont développer des mastites. Peut-être que c'est justement ce serait l'insuffisance d'oligosaccharides dans la circulation sanguine, tout à fait possible. Il y a aussi une prévention donc, dans des infections urinaires grâce à cette présence donc, d'oligosaccharides, même chez les femmes donc, enceintes. Voilà. Donc la dernière diapositive, c'est vraiment très très difficile de résumer le rôle très très important des oligosaccharides sur la santé humaine. Donc nous avons des effets contre les allergies, contre toutes les pathologies inflammatoires. Nous avons une prévention contre l'adhésion de pathogènes dans l'épithélium intestinal et nous influence donc la maturation donc du système digestif, mais aussi du développement cognitif. Donc pour les perspectives, donc il y a donc depuis la découverte de ces oligosaccharides il y a plus de 60 ans, nous avons donc différents défis. Développement donc de l'identification, de certaines méthodes d'identification et de caractérisation de ces oligosaccharides. Et donc la disponibilité aussi de fractions d'oligosaccharides dans large quantité pour des études fonctionnelles. Et nous avons fait énormément donc, de progrès depuis ces dernières années dans la connaissance de ces oligosaccharides. Donc, évidemment, pour conclure, nous pourrions dire que l'allaitement maternel reste le moyen le plus approprié pour apporter la plus grande diversité, le maximum d'HMO de la façon la plus écologique et économique afin de protéger la santé de la mère et de l'enfant. Est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Virginie Rigour? Est-ce que les femmes enceintes qui ont des problèmes sanguins,
La question, est-ce que les femmes enceintes avec des problèmes sanguins peuvent avoir des, donc la composition des HMO n'est pas influencée par la prise de médicaments, elle est plutôt influencée donc par le groupe sanguin, par la phase de la lactation, comme nous l'avons vu dans la présentation. Le médicament pourrait influencer donc le microbiote de la mère et le microbiote du lait. Donc nous recommandons tout de même je pensais plutôt aux personnes qui utilisaient des drogues dures durant pas nécessairement donc les patientes qui utilisaient des médicaments, mais plutôt des drogues. Les personnes addictes donc aux drogues. Ce serait intéressant donc d'avoir des études spécifiques sur des HMO qui seraient destinés donc au développement cérébral en particulier. Donc nous pouvons commencer la prochaine présentation. La prochaine présentation, c'est à propos donc c'est Virginie qui va parler, je pense. Il n'y a pas de vidéo. Je pense que c'est à propos du Covid, si j'ai bien compris. Donc, la prochaine présentation est à propos, donc c'est Virginie qui va nous présenter comment la pandémie de Covid-19 pourrait mettre en péril l'accessibilité au lait de femme